Vous êtes sur New World TV, la télé qui vous transforme, plus précisément sur sa chaîne Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali. Pourquoi le Tchad retire 600 de ses soldats du Sahel? Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé en février dans la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour lutter contre les groupes djihadistes. Le gouvernement évoque un redéploiement stratégique. Le Tchad a annoncé samedi 21 août avoir divisé par 2 ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien. Pourquoi le Tchad retire 600 de ses soldats? Si l'on en croit le discours officiel du Tchad, puisque c'est le Tchad qui retire ses soldats, le Tchad fait ce retrait pour des raisons stratégiques, en considérant que dans la zone où se trouvent ces militaires tchadiens, ils y sont partis avec du matériel roulant très lourd, des chars à chenilles en particulier, et ce matériel n'est pas adapté à la zone, ce n'est pas adapté également à la stratégie des adversaires. Parce qu'ils se battent contre des gens qui sont sur des motos, ils se battent contre des gens qui sont sur des pick-up. Bon, si tu es sur un char, tu veux poursuivre quelqu'un qui est sur un pick-up ou bien sur une moto, c'est clair qu'on ne se pose pas la question. Mais ça, c'est le discours officiel du Tchad en parlant de ce retrait. Il y a un autre élément que les analystes mettent dedans. Ces forces sont allées retrouver ce qu'on appelle le G5 Sahel. Alors, tout le monde sait que le G5 Sahel a un problème d'argent depuis toujours. Ça n'a jamais été réglé. Il y a ce problème également qui se pose. Comment prendre en charge financièrement 1200 hommes, plus le matériel qu'il faut entretenir, etc. Ce coût semble également avoir joué dans la décision du Tchad de retirer une partie de ses soldats. Alors, Mamadou, entre les deux versions, laquelle prendre au sérieux? Il faut les prendre toutes. Il faut les prendre toutes, puisque le côté stratégique est vrai. La zone où se trouvaient ces soldats tchadiens, ils ne sont pas en face d'une armée avec qui on va se battre. Et une partie du matériel qu'ils avaient amené était du matériel pour une guerre quand vous avez une armée en face. Ici, vous n'avez pas une armée en face, vous avez des gens qui frappent et puis qui disparaissent et qui jouent sur la rapidité. Là-bas, il faut plutôt de l'aviation pour pouvoir identifier ces groupes quand ils arrivent, pour pouvoir les poursuivre. Et bien sûr, ce n'est pas avec des chars qu'on va pouvoir le faire. Donc l'argument stratégique, il est acceptable. L'argument économique, il est évident. Le G5 Sahel, tout le monde sait qu'il n'a jamais été capable d'avoir ce qu'il faut parce que le G5 n'a jamais été ce qu'il doit être jusqu'à présent. Il s'y ajoute même d'autres arguments. Un des arguments, c'est que au moment où le président Idriss Déby décidait d'amener ses soldats au niveau de la zone des 3 frontières, mais il n'avait ni consulté le Conseil des ministres, ni consulté l'Assemblée au niveau du Tchad. Ça montre un peu comment on gère nos pays. Oui. Il est devenu le président, puisqu'il y a une présidence tournante du G5 Sahel. Il a voulu marquer sa présidence en envoyant ses soldats. Il est vrai quand même que la France avait demandé au Tchad d'augmenter le nombre de ses soldats et surtout d'intervenir dans cette zone des 3 frontières. À l'époque, Idriss Déby avait refusé et avait posé ce problème de qui va prendre en charge financièrement ces soldats. Donc, la question financière, elle est là, elle est indiscutable. Il y a un autre élément de circonstance qui s'y ajoute. Quand vous regardez la situation au Tchad actuellement, début août, la branche Boko Haram qui intervient sur le territoire tchadien a fait 26 morts parmi les soldats tchadiens. On voit également une certaine instabilité au niveau du Tchad. On est sorti tout récemment de cette rébellion avec les colonnes qui sont venues du nord, qui ont eu raison de l'ancien président. Certainement, le Tchad également a voulu avoir de son matériel et de ses hommes pour pouvoir s'occuper de la sécurité intérieure du Tchad avant d'aller s'occuper de la sécurité du Mali. Alors, le Tchad a une armée réputée on ne peut plus solide, donc on aura sans doute des conséquences. Il y aura des conséquences, mais je ne crois pas que ça va être des conséquences extraordinaires parce que ce matériel qu'il retire est un matériel qui n'avait pas une certaine efficacité dans la zone. Pour les hommes, ça peut avoir une conséquence parce qu'il est clair que, en termes de nombre, quand vous réduisez le nombre de personnes que vous mettez sur le terrain, vous donnez une surcharge de travail aux autres hommes.
Avec 1200 hommes, les militaires auront plus de temps de se reposer et de faire leurs opérations. Avec 600, ils vont devoir se multiplier par 2 pour faire ce que les 1200 avaient l'habitude de faire. Mais le Tchad a été très clair. Hein? Ils n'ont pas retiré leurs hommes comme s'ils ont boudé pour les prendre. Ils disent avoir discuté et s'être entendus avec le G5 Sahel dans le cadre du retrait de ces 600 personnes. Donc très certainement, dans la zone, il y a eu une réorganisation des troupes qui sont sur place en tenant compte du vide que ces 600 allaient être créés pour que le départ ne se traduise pas par une faille qui pourrait être exploitée par les extrémistes violents qui sont au niveau de la zone. Un début de retrait définitif, selon vous? Non, je ne le crois pas. Le Tchad est très militant par rapport au G5 Sahel, mais c'est plutôt une alerte, et il faudrait que le Mali en tienne compte. Il y a la France qui dit qu'elle va partir, il y a le Tchad qui retire une partie de ses soldats. Il faudrait que le Mali réorganise son armée pour que son armée soit capable de garantir l'intégralité du territoire malien. Parce que c'est très compliqué, cette façon d'avoir des soldats étrangers sur son territoire. C'est des opérations qui coûtent excessivement cher. Parce que ces soldats ne sont pas payés comme on paye nos soldats de façon générale à l'intérieur du pays. Et jusqu'à présent, l'ONU refuse de faire des soldats du G5 Sahel des soldats comme des casques bleus. Parce que cela aurait facilité la tâche, parce que leur salaire reviendrait aux Nations Unies. Mais jusqu'à présent, l'ONU l'a refusé. Le président défunt tchadien s'est battu pour ça. L'ancien président nigérien également, Issoufou, s'est battu pour ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies n'ont pas voulu. Et ça fait que ce G5 Sahel rencontre jusqu'à aujourd'hui des difficultés. On a vu déjà des manifestations à Bamako qui portent un soutien à l'armée malienne. Et ces manifestants sont en train peut-être de préparer l'esprit au combat à venir dans leur pays et aiguillonnent sans doute l'armée malienne. En fait, il y a deux choses. Les populations maliennes sont conscientes que des Maliens comme eux, qui portent l'uniforme, acceptent d'aller au front pour mourir parce qu'ils veulent les défendre. Mais ils sont en même temps conscients que ces Maliens sont au front et on ne leur a pas donné le matériel nécessaire. Cette fois, cette manifestation de soutien, il y a ça également derrière. Dire à l'État malien, donne à ces gens-là ce qu'il faut. Le peuple malien n'a pas de problème avec son armée. On n'a jamais vu le peuple malien contester son armée. On a au contraire vu des familles des militaires manifester à un certain moment pour dire, si vous ne donnez pas le matériel qu'il faut à ces militaires, nous allons demander à nos maris, à nos frères, à nos pères de revenir à la maison. Et en fait, ce soutien, c'est pour ça. Le peuple est conscient qu'on leur demande de faire une mission, mais malheureusement, on ne leur a pas donné tous les moyens pour cette mission-là. Et si vous avez vu depuis quelque temps, les coups recommencent. Il y a encore des militaires maliens qui sont victimes au niveau de cette guerre. C'est une façon de rappeler à ces militaires que si le peuple n'est pas au front, le peuple ne vous a pas oublié et nous connaissons la valeur du combat que vous menez. Nous sommes avec vous, même s'ils ne sont pas sur le terrain de bataille avec l'armée. On va étudier un prisme de votre développement quand vous dites que des militaires tchadiens sont déjà tombés au front. Est-ce qu'à un moment donné, la junte au pouvoir a peur quand on voit également les manifestations de la société civile, de Wakitama et autres, qu'en s'appuyant sur ces soldats qui sont à l'étranger, on risque de manifester et cela peut couler le pouvoir en place? En tout cas, tous les pays l'ont souvent connu. Quand une opération à l'étranger dure, il y a le coût financier qui peut créer des problèmes à l'État, d'où proviennent les soldats si l'État contribue, ce qui n'est pas le cas généralement pour ce qui concerne les forces des Nations Unies. Mais ça devient souvent le cas quand plusieurs fois on annonce des soldats morts. Vous allez voir les populations commencer à s'interroger, mais qu'est-ce que nos soldats vont faire là-bas? Pourquoi ils vont aller mourir? On l'a vu avec le Burkina, on l'a vu également avec le Mali, avec le Tchad, on l'a vu avec la France. Au Tchad, quand les colonnes rebelles avaient commencé à descendre, certaines des populations avaient dit qu'on ramène les soldats tchadiens, parce qu'avant d'aller défendre le Mali, leur premier rôle, c'est de défendre le Tchad. En France, vous avez eu des interventions, j'allais dire très méchantes même, de certaines personnalités qui disent clairement que la France n'a rien à foutre au Mali. Parce qu'ils disaient que non seulement c'est de l'argent, c'est des soldats qui tombent,
mais c'est à cause de ça que Al-Qaïda et État islamique ont tendance également à vouloir attaquer la France. Ça veut dire qu'effectivement, le fait d'aller intervenir sur un autre territoire peut par moment avoir des répercussions sur la politique intérieure du pays d'où viennent les soldats. Mais le Tchad ne peut pas faire exception à cette règle. L'avenir du G5 Sahel militairement sans le Tchad? Ben, ça va continuer parce qu'aujourd'hui, la réflexion va plutôt dans le sens d'élargir le G5 Sahel. Et je ne crois pas que le Tchad va sortir parce que... Totalement, sans une partie peut-être. Quand on mettait en place le G5 Sahel, le Tchad était particulièrement concerné. Au début du mois seulement, il y a des soldats tchadiens qui sont tombés sous les coups de ces extrémistes violents qui sont combattus au niveau du Mali. C'est presque la même réalité. Ensuite, quand on dit G5 Sahel, quand vous regardez la zone, c'est carrément le Tchad qui est dedans. Maintenant, je ne crois pas que le Tchad va sortir. Certainement, on va aller vers plutôt un renforcement de ce G5 Sahel, puisque beaucoup d'analystes le disent depuis longtemps. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Togo? Pourquoi le Bénin? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi tous ces pays ne sont pas dedans? Parce que quand ces pays n'ont pas été victimes, ces gens tentent de venir pénétrer ces pays. Ils ne l'ont pas encore réussi. Donc pourquoi attendre d'être victime avant de rejoindre le groupe? Autant rejoindre le groupe et puis, j'allais dire, tuer le poussin dans l'œuf. Ça n'aura pas le temps de venir toucher les autres pays. Beaucoup d'analystes posent ce problème aujourd'hui. Et en ce moment, même si le Tchad retire une partie de son effectif, ben, il y a d'autres effectifs qui vont permettre de faire en sorte que le G5 soit fonctionnel si les moyens sont mis à leur disposition. Pour les armées qui sont aujourd'hui sur le terrain, Mamadou, vous pensez qu'il y a une collaboration effective? Au niveau du G5 Sahel, il y a une collaboration. Parce qu'au niveau du G5 Sahel, c'est un commandement unifié. Vous allez voir, il y a un responsable du G5 Sahel, la responsabilité est tournante. Tout comme ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a un président du G5 Sahel, la présidence est tournante entre les 5 pays qui ont constitué ce G5-là. Donc au niveau du G5, il y a quand même une collaboration. Mais le problème, c'est que vous avez le G5 Sahel d'un côté, vous avez les soldats maliens d'un côté, vous avez les soldats français d'un côté, vous avez la MINUSMA d'un côté, sans compter d'autres soldats américains, belges, allemands, qui ne disent pas clairement qu'ils sont là alors qu'ils sont sur le terrain. Mais ça fait partie des problèmes qui sont posés depuis fort longtemps. Tout le monde se demande pourquoi il y a un seul front, il y a un seul ennemi, il y a plusieurs armées, mais pourquoi ne pas mettre ensemble les forces, les informations, les hommes, les stratégies pour en finir avec ces extrémistes violents au lieu que chacun essaye de faire son travail de son côté. Et ça, le Tchad, une fois, a posé le problème en disant mais c'est eux qui sont au front parce que par rapport à d'autres pays qui sont dans le G5 Sahel, les Tchadiens sont plus allés au combat que les autres pays, raison pour laquelle également ils ont perdu plus d'hommes que les autres pays. Merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et on reçoit notre invité honorable Calvin Suarez, député au Parlement régional de Bruxelles.